Alain Soral, vous dites et vous affirmez péremptoirement que les attentats du 11 septembre, c'est une vaste escroquerie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Ce qui me fait dire cela, c'est qu'au début j'y ai cru, je me suis même enthousiasmé pour l'acte subversif de Ben Laden, et puis après je me suis intéressé à la réalité des faits. Je suis allé beaucoup sur Internet, j'ai écouté des gens très impliqués comme les parents de victimes, des militaires, des pompiers, etc. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, que Ben Laden sans doute n'était pas le commanditaire, 2, que c'était sans doute une opération qui n'avait pas pu être menée sans des complicités à l'intérieur même du gouvernement américain et sans doute avec des aides d'autres services étrangers, notamment israéliens. Après, je me suis intéressé aux impossibilités physiques et là, à un moment donné, ça devient énorme, c'est-à-dire que les tours n'ont pas pu tomber elles-mêmes, à la vitesse où elles sont tombées, c'est de la démolition contrôlée. Après, on voit la tour numéro 7 qui effectivement a été tirée, comme le dit par M. Silverstein, il le reconnaît lui-même. Il est évident que c'est pas un avion qui est rentré dans le Pentagone, mais un missile. Il y a 10 fois le nombre de preuves suffisantes qu'il faut pour, savoir que la version officielle est un mensonge éhonté, et 2, comprendre à peu près, selon la vieille phrase latine quo bono, à qui profite le crime, et qu'effectivement c'est une opération qui ressemble sans doute à Pearl Harbor, c'est-à-dire une opération impériale dans le but d'engager tout ce qui était engagé depuis, des guerres de conquête, et surtout c'était un projet qui était annoncé pratiquement mot à mot par des théoriciens néoconservateurs dans des livres en disant pour lancer ces guerres de conquête, il faudrait qu'il y ait un événement. Il disait même que ça serait bien que ce soit dans des tours à New York. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour savoir, sans aucun doute possible, que la version officielle est totalement fausse et que c'est très certainement une opération sous faux drapeau menée par des élites impériales américano-sionistes. Voilà. Votre version, à vous, aujourd'hui, a du mal à passer. On vous accuse de négationniste, on dit même que vous êtes sorti du cercle de l'humanité. Je crois que le système se défend, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence globale. Le système a produit cet acte mensonger et effectivement les gens qui essaient de faire sortir la vérité sont combattus parce qu'ils gênent une stratégie globale et ils sont en général diabolisés, ridiculisés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis aujourd'hui, la grande majorité des Américains ne croient pas à la thèse officielle et qu'en France, il y a un sondage qui est sorti assez crédible, je crois hier, et que 58% des Français ne croient pas à la version officielle. Et c'est ça qui compte, c'est que, mais vous savez, aujourd'hui tout le monde sait que Kennedy n'a pas été tué par un tueur isolé qui s'appelle Lee Harvey Oswald, mais qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Ce qui compte, c'est que les mensonges soient crus au moment où ils sont effectués, que la vérité se fasse toujours progressivement 20, 30, 40 ans après. C'est pas gênant pour le système. La fatalité, c'est que je crois que plus le temps va passer, plus on verra que le 11 septembre est effectivement une opération sous faux drapeau oligarchique, mais que la question sera de dénoncer et de déjouer les nouveaux 11 septembre. Voilà. La passion du 11 septembre a remplacé la passion du Christ ? Ce qui a remplacé la passion du Christ, c'est la Shoah, c'est la chambre à gaz. La chambre à gaz et Auschwitz, c'est ce qui a remplacé le Golgotha et la passion du Christ. Mais le 11 septembre s'inscrit dans la continuité de ces choses, c'est-à-dire qu'on prétend que ce sont des crimes horribles sans précédent, alors que tuer 2000 et quelques personnes, c'est pas grand-chose par rapport à faire crever de faim 600 000 enfants irakiens volontairement, comme l'a revendiqué Madame Albright. Et puis après, derrière, il y a une entreprise effectivement de terreur, c'est que si vous dites que ça s'est pas passé comme ça, ou que finalement c'est un événement assez secondaire, effectivement vous êtes diabolisé. Donc effectivement, on est quand même face à des faits qui sont des faits religieux et qui accompagnent et qui structurent une théologie et qui est une religion d'État, qui est la religion de l'Empire mondialiste, c'est évident, et que le 11 septembre s'inscrit dans cette religion. La passion du Christ, il y a les étapes. Oui, effectivement, le 11 septembre s'inscrit comme une étape dans cette religion, à la suite, effectivement, de la Shoah. C'est évident. Et effectivement, aujourd'hui, quand quelqu'un conteste la thèse du 11 septembre, on lui dit que c'est comme contester l'existence des chambres à gaz, ce qui est absolument vrai d'un point de vue idéologico-religieux. Vous dites que la gouvernance mondiale est derrière les révolutions arabes. C'est pas parce que le peuple se révolte et descend dans la rue que le changement de pouvoir devient la prise de pouvoir du peuple. C'est-à-dire que le principe de la domination politique, c'est pas de créer des événements ex nihilo, sauf quand c'est des événements spectaculaires comme le 11 septembre, qui consistent finalement à pas grand-chose, c'est-à-dire mettre des bombes dans un immeuble, etc. Mais ça consiste en général à manipuler et à récupérer des colères légitimes et des violences qui existent, c'est-à-dire des fractures ethniques, des oppositions religieuses, des crises sociales. Ça consiste à les manipuler, les instrumentaliser et les récupérer. Et c'est en ça qu'on peut dire que les révolutions arabes qui ont pris la suite des révolutions colorées à l'Est ont une justification populaire, c'est évident, mais le problème après, c'est de savoir comment c'est instrumentalisé, manipulé, récupéré pour que finalement ça tombe dans l'escarcelle du nouvel ordre mondial. On le
le verra par exemple en Tunisie, en Égypte, que sur la durée. Pour l'instant, c'est encore en train de se jouer. En Libye, ça me paraît évident. En Syrie, on voit très bien ce qui est en jeu. Je peux soutenir Kadhafi comme je soutiens le régime libyen, sans nier qu'il y ait des colères populaires, qu'il y ait des rapports de classe, qu'il y ait des groupes d'opposants, qu'il y ait des imperfections du régime. Je soutiens ces régimes-là et je dénonce la manipulation occidentale en faisant une analyse globale. Voilà, c'est pas tout ou rien. Voilà, le peuple est composite et cette phrase "le pouvoir au peuple" est la plus grosse escroquerie qui ait jamais existé. Et quand quelqu'un se met à crier ça dans une foule, on peut imaginer en général que c'est un agent gouvernemental stipendié, quoi. Quand vous soutenez le colonel Kadhafi, il y a de quoi quand même être offusqué, puisqu'on parle de crimes contre l'humanité et vous niez les crimes contre l'humanité qu'aurait perpétré le colonel Kadhafi. Alors, quelles sont les sources sur lesquelles vous vous basez pour étayer de telles assertions ? Là, je suis assez serein puisque l'ancien patron des services secrets français, je crois que c'est Yves Bonnet, vient de sortir un rapport où il dit qu'on a menti de A à Z sur ce qui a déclenché l'opération anti-libyenne, que Kadhafi n'a jamais bombardé son propre peuple. Et après, quand on s'intéresse à ce qu'était le régime libyen, on voit que c'était un régime socialiste d'État-providence, évidemment peut-être avec des pesanteurs qu'on pouvait reprocher au régime gaulliste, etc. Mais c'était un pays où l'essence était pratiquement gratuite, où la médecine est gratuite, où l'éducation est gratuite, où on a des crédits à taux zéro pour quand on est un jeune couple, pour s'acheter un appartement, pour acheter une voiture. Et je pense que le peuple libyen va perdre énormément au niveau de sa qualité de vie après la chute de Kadhafi, qui est aussi la chute d'un régime socialiste d'État-providence pour mettre en place un chaos clanique et ethnique qui justifie, un néocolonialisme occidental et une économie néolibérale avec toutes les violences sociales que ça implique. Là, je sais que j'ai raison à 100% et on va le vérifier très vite dans les mois qui viennent. Quand on présente Kadhafi comme un déséquilibré, un fou, vous ne souscrivez pas ? Non, je pense qu'il avait des goûts vestimentaires assez étranges, mais c'est un grand leader africain. C'est un type qui a une vision du monde très cohérente. Il suffit de lire son petit livre vert. Et c'était un bon chef d'État d'un pays qui s'appelle la Libye, exactement comme le fils Assad est un bon chef d'État pour un pays qui s'appelle la Syrie. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont parfaits, mais c'est que après eux et sans eux, ça sera objectivement bien pire pour le peuple libyen ou le peuple syrien. Par contre, ça sera bien mieux pour les puissances occidentales d'argent, les multinationales pétrolières occidentales. Donc voilà, c'est que si on parle de la notion d'intérêt général de Jean-Jacques Rousseau, l'intérêt général va y perdre énormément en Libye après la chute de Kadhafi. C'est une évidence. Bachar al-Assad, le régime a fait au moins plus de 2000 victimes. Comment pouvez-vous dire que c'est un bon président ? Parce que ce régime, qui est un régime qui maintient un État-providence qui fonctionne assez bien et un équilibre entre des ethnies et des confessions dans un endroit assez dangereux qui est une poudrière. Il faut savoir ce qui est devenu le Liban et ce qui est devenu l'Irak. Ce leader a été attaqué par des groupes extrémistes armés de l'extérieur qui se sont adonnés à des provocations volontaires très graves comme d'attaquer des commissariats, d'assassiner les représentants de l'ordre que sont des policiers en les décapitant, etc. Et qu'il a bien fallu que le régime se défende, exactement comme par rapport aux émeutes urbaines qu'il y a eu à Londres récemment. Le pouvoir anglais s'est défendu. Alors comme les émeutiers ne tiraient pas à l'arme lourde de guerre sur les forces de police, la réponse du régime anglais a été de leur filer 4 ans de prison pour avoir osé poster sur Internet. Et bien là, il faut savoir qu'en Syrie, il y a des groupes armés de l'extérieur qui tirent à l'arme de guerre sur les représentants de l'ordre et que la réponse, c'est de se défendre et qu'effectivement, ça fait à l'échelle d'un pays d'entre 15 et 20 millions de personnes, quelques centaines, voire quelques milliers de morts. Tout ça ne constitue pas ni une révolution ni une répression sanglante, mais la réponse d'un État souverain à des entreprises de déstabilisation ultra-violentes. Cette opinion, vous ne pouvez pas l'exprimer sur une télévision d'État. Non, c'est impossible parce que tout est sous contrôle en France, sous contrôle impérial. Je suis en Syrie pour le vérifier. Il y avait là-bas des journalistes indiens, algériens, turcs, des dissidents américains, c'est-à-dire des gens qui représentaient 18 nations différentes, qui effectivement ne travaillaient pas pour leurs médias dominants quand ce sont des pays alignés sur l'OTAN, mais qui sinon partageaient tous à peu près mon analyse objective, qui reconnaissaient des troubles et des violences, mais qui admettaient que ces violences étaient instrumentalisées pour une poussée aux extrêmes et que le régime syrien finalement protégeait la paix civile syrienne, se défendait en tant que gouvernement légitime, et tous avaient conscience, y compris un ancien ambassadeur américain, que le peuple syrien dans sa globalité aurait beaucoup à perdre si le régime syrien chutait, et on sait exactement ce qui menace la Syrie, c'est le destin de l'Irak, de la Libye ou du Liban, voilà, pour les mêmes raisons, instrumentalisées par les mêmes,